Et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, c'est version française et c'est maintenant. Tapissier ou tapissière décoratrice, une chose est sûre, Clémentine Messier a du talent. Prodige de la couture, Stéphane Rolland atteint le sommet de son art avec la maturité, un créateur essentiel. Paris 13 est arty, trendy, funny, que ce soit dit. Graphiste culinaire, Caroline Bourgeois n'invente rien de moins qu'un nouveau métier. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Mais ouvrez donc votre boîte à camembert, celle qui contient aussi un vieux Lille, un comté, un curry nantais. Vous ne connaissez pas? C'est tout l'idée de la boîte du fromager. Goûtez des fromages commandés sur Internet, livrés par la poste et affinés à point. L'emballage isotherme et astucieux ne laisse rien deviner des odeurs charpentées qui augurent une délicieuse dégustation. Pour les Lillois et les amoureux de la Cité du Nord, il y a le musée d'art moderne de Lille. Il s'y passe toujours quelque chose. Des conférences, des ateliers, des projections de films, de concerts et bien d'autres. On peut y contempler les 3 collections permanentes, art brut, art moderne et art contemporain, qu'abritent les architectures remarquables de Roland Simonet et Manuel Gautran. So French, Astier de Villatte, la maison de céramique artisanale, séduit par-delà les frontières. Ma vie à Paris devrait vite devenir le bréviaire des visiteurs curieux et esthètes de la capitale. L'ouvrage écrit par les créateurs de cette belle entreprise recense moult adresses pointues et originales. Son look élégant transformera illico le touriste en intello germano-pratin. De ses premières photographies dans les années 60 à ses tout derniers parfums, Serge Lutens a inventé une femme sublimée et envoûtante, onirique et charnelle pour qui il crée des sublimes élixirs. Il a durablement influencé la cosmétique des années 90 et gardé une farouche indépendance d'esprit qui illustre à merveille ses fragrances. Elle redonne de la vie, des couleurs et du confort à un cabriolet Louis XV comme à un siège d'André Poutman. Clémentine Messier dépoussière un métier de grande tradition avec talent. Fauteuil, canapé, rideau, autant d'éléments qui permettent de donner une âme à votre intérieur. Leur point commun, le tissu bien entendu. Je m'appelle Clémentine Messier, je suis tapissier décoratrice. Clémentine, pourquoi est-ce que vous dites tapissier mais décoratrice? En fait, il y a 2 sections dans ce métier. Il y a le tapissier qui fait le siège et la tapissière qui faisait la couture d'ameublement. Donc c'est tout ce qui est rideaux, coussins, assemblage de lait, de tentures murales, etc. Il y a des hommes tapissières et des femmes tapissiers. Ah, on comprend mieux la subtilité. Mais en quoi consiste ce métier qui vous passionne tant? Mon métier, c'est de refaire des sièges, tout ce qui est fauteuil dans la maison. Et plus généralement, c'est tout ce qui est application de tissu dans la maison. C'est pour ça qu'on a aussi une partie décoratrice, parce que justement, j'assemble les couleurs, les matières, et c'est ce qu'on me demande aussi on me demande d'insérer un siège et de faire en sorte qu'il s'insère correctement dans une décoration. Elle a depuis quelques années sa propre boutique dans Paris, ce qui présente certains avantages. On a tous les showrooms parisiens qui sont, tous les showrooms d'éditeurs de tissus qui sont à disposition. Donc c'est facile d'aller regarder un petit peu les tendances, et le fait d'être à Paris particulièrement, les représentants se déplacent. Donc ça, c'est pas mal, ils viennent présenter les collections. En effet, les tissus tiennent une place prépondérante dans la tapisserie. Je m'applique à trouver des tissus qui soient assez modernes, qui soient contemporains et qui disent quelque chose un petit peu. L'important, c'est que le tissu soit en adéquation avec le résultat et avec au niveau de la matière, que ce soit en adéquation avec le fauteuil. C'est notamment grâce au tissu qu'on peut dépoussiérer cet art de tradition. Les formes, finalement, on ne peut pas les changer. Le siège, le bois de siège nous dit la forme qu'il va avoir. Ce qui change vraiment et ce qui détermine une certaine modernité, c'est le choix des tissus. Ce que je m'applique à faire, c'est de révolutionner aussi un peu les choses. Évidemment, le tissu ne fait pas tout. C'est aussi une affaire de gestes et de quelques révolutions. Autour de Napoléon, on a commencé à mettre des ressorts. Du coup, on a pu, dans les fonds de fauteuil, ce qui fait qu'on a pu avoir des choses beaucoup plus confortables. On a les agrafeuses qui sont arrivées, ce qui fait que ça permet de travailler un peu plus vite. Dans les années 50 est aussi apparue la mousse de rembourrage, mais Clémentine préfère les garnitures classiques. Il faut compter 1 jour, voire 1 jour et demi de travail par siège. Et là, on refait tout. C'est-à-dire qu'on enlève tout, le bois est à nu, il n'y a plus rien. Clémentine commence donc par poser des sangles sur lesquelles elle va coudre des ressorts.
qu'on met des sangles sous le fauteuil. Là, les points qu'on voit là sont les points qui permettent de fixer les ressorts sur les sangles. Puis on les guinde avec des nœuds savants et on garnit. Et ensuite, on fait tout le travail de piquage pour donner une forme qui soit dure et qui tienne. Ça permet de solidifier, de tasser le crin au fur et à mesure pour que ensuite ça tienne. Attention, l'opération est différente pour chaque siège. C'est l'une des subtilités du métier. Sur un fauteuil Empire, par exemple, on n'aura pas des gros bourrelets comme ça. On aura des bourrelets qui sont très fins, avec une petite lame de couteau au-dessus qui va faire que on aura vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très droit. Là, Géraldine passe le passe-poil. C'est une étape de finition qui permet de dissimuler les fixations du tissu. Le métier de tapissier est ancien, mais il attire beaucoup. Et ça tombe bien car la transmission de son savoir-faire est très importante aux yeux de Clémentine. C'est une façon pour elle de rendre ce qu'on lui a donné et de faire perdurer son art. Oui, la transmission, c'est important. Moi, on m'a donné ma chance, on m'a accueillie dans un atelier pour... alors que je ne savais rien faire. Et c'est important, je pense, de redonner ça. Ça fait partie du chemin. Et puis, en plus, on ne peut pas apprendre dans des bouquins. C'est d'ailleurs sur le tas qu'elle a appris qu'une mitaine peut servir. Au début, je me dis non, j'ai même pas mal. Et j'ai remarqué que le fait de mettre ce morceau de cuir m'aide à plus tirer. Je peux tirer plus fort. Mais attention, tapissier, c'est encore plus que ça. C'est pas que un métier d'art. C'est aussi savoir qui est en face, savoir quelles sont ses demandes. En plus du geste, de la connaissance du mobilier et du sens artistique, il faut être à l'écoute des clients pour obtenir un produit fini esthétique qui s'intègre parfaitement dans son environnement. Petit prodige de la mode, Stéphane Rolland exerçait déjà à 21 ans ses talents comme directeur artistique de Balenciaga. Aujourd'hui, à la tête de sa propre maison, il reste un amoureux des matières, pour des collections d'une simplicité luxueuse. Parmi les grands couturiers, il en est un qui a su se faire remarquer très tôt grâce à sa vision du luxe et de l'élégance à la française. C'est Stéphane Rolland. À 21 ans, il est nommé directeur artistique du prêt-à-porter homme chez Balenciaga. À 24 ans, ce sera sous licence de Balmain que le jeune créateur s'exprimera. Et à 30 ans, c'est la maison Jean-Louis Scherrer qui lui ouvre ses portes, faisant de lui le plus jeune couturier de l'avenue Montaigne. En 2008, Stéphane Rolland crée sa maison et entre dans le sérail de la haute couture Made in France. Intuitif et sensible, le couturier a su se laisser guider par ses émotions. Le point de départ, c'est une émotion. Donc l'émotion, elle est déclenchée à travers une musique, à travers une image. Moi, c'est souvent à travers une musique et une image. Mais ça peut être une rencontre, ça peut être un regard, c'est assez multiple. Ça peut être une association de plusieurs facteurs qui vont faire que, pour des raisons d'alchimie, il va y avoir cette émotion. Et cette émotion va déclencher l'instinct créatif. Et je vais voir une forme, une sculpture, un truc, et hop, il y a la robe qui part. Tout de suite, à plat sur le cahier. Pour Stéphane Rolland, tout commence par un trait de crayon sur une page blanche. C'est le geste de sa main qui définira la ligne et la puissance du modèle qu'il crée. Moi, je m'exprime avec ma main. Il faut que je dessine. Je dessine tout le temps, mais je dessine depuis que je suis né presque. Donc c'est une façon pour moi de m'exprimer. C'est la spontanéité, la force de votre trait qui va créer la force du modèle. La maîtrise et l'audace. Parce qu'en fait, c'est comme si on plongeait dans le vide. On y va, on n'a pas peur. C'est un geste franc et massif. Donc le discours est franc. Et donc la robe est entière. La robe devient d'un coup plus vraie, plus puissante, la créativité est encore plus exacerbée. Et la modéliste le lira d'autant plus et l'interprétera après. Une maison de haute couture, c'est aussi le sanctuaire qui abrite les talents et les savoir-faire au service de la vision de son créateur. Pour ces 2 collections annuelles, Stéphane Rolland collabore, supervise et dirige ses équipes du studio de création aux ateliers. Dans l'élaboration d'une robe, il faut que cette puissance, cette fragilité, cette émotion transparaissent. Et la première des choses que je regarde, c'est si le volume,
si l'esprit lui-même a été respecté. Vous donnez un croquis à 10 mains différentes, vous aurez 10 robes différentes. Et c'est pour ça que c'est très important pour un couturier d'avoir une équipe qui comprend ce que vous voulez transcrire. Et une première d'atelier qui vous connaisse suffisamment pour que le modèle vous appartienne véritablement. Mais de la structure à la ligne, il reste un choix essentiel pour révéler le modèle. C'est le choix de la matière. Une matière peut tout foutre en l'air. Donc il faut que la matière réagisse bien et il faut qu'il y ait une sensualité dans cette matière. Pour moi, le toucher est très très important. Un modèle qui a un toucher désagréable, c'est quelque chose, c'est une robe qui devient importable. Donc voilà, pour moi, une robe, ça devrait être comme une caresse. Pour Stéphane Rolland, la haute couture n'est pas la mode, mais quelque chose qui va bien au-delà de l'éphémère d'une saison. C'est une histoire qui s'écrit de collection en collection et raconte une aventure humaine. Ce que j'ai toujours trouvé poétique, c'est le titre Maison de couture. Ça garde un côté intimiste et en même temps, ça montre que nous pouvons être soudés comme une vraie famille. Donc une maison abrite une famille et j'ai tendance à vouloir croire que nous pouvons l'être. Quand vous savez vous entourer de talent, c'est vraiment extrêmement agréable. C'est un plaisir non dissimulé. Bonjour Stéphane Rolland. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue. À quelques jours de la haute couture, c'est une présentation, c'est un défilé. Comment vous le définissez? C'est pas un défilé, c'est presque une exposition. Alors je vais pas dire que c'est une expo d'art parce que j'ai pas la prétention d'aller si loin, mais presque. C'est-à-dire c'est une nouvelle manière pour moi de présenter les collections. C'est une manière aussi de dire au public qui regarde la collection de prendre le temps de la regarder, de regarder les détails, d'analyser. Voilà, prendre le temps, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Et le fait de présenter une collection dans mes murs, chez moi, ça donne un côté intimiste intéressant. Ça aide à comprendre l'ADN de la maison et de prendre le temps de découvrir voilà, la façon, l'artisanat, le savoir-faire. Pour qui vous créez ces robes-là? Pour la femme. C'est qui la femme? Elle ressemble à quoi? Mais elle ressemble c'est la femme avec un grand L et un grand F, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture. Ça englobe, c'est une femme universelle, c'est une femme mondiale. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de frontières. J'habille toutes les femmes et c'est ça qui est intéressant. Et les femmes m'apprennent tous les jours quelque chose. Et c'est cet échange qui est une richesse incroyable. Chaque robe que vous créez, c'est une pièce unique, évidemment. Oui. Et quand elle est finie, qu'est-ce que ça vous fait quand vous devez la lâcher comme ça? Ce qui m'ennuie, c'est quand elle est portée par quelqu'un qui ne ressent pas le vêtement ou quelqu'un de blasé. Stéphane, c'est vrai que vos robes sont extrêmement construites. Comment vous pourriez décrire votre style en quelques phrases? Mon idée, c'est d'aller au plus simple, d'aller droit au but. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'embellissements sur les robes. Je ne vais pas travailler énormément les broderies. En revanche, je travaille beaucoup le mouvement. Pour moi, le mouvement donne la force, donne la féminité, donne la grâce, donne parfois aussi un sentiment de puissance. Et c'est pour ça qu'on a souvent catalogué mon style de sculptural. En fait, ça ne vous plaît pas d'être catalogué? Catalogué, non, mais mes sculpteurs, ça me va très bien. Mais je me considère plus sculpteur que designer. Et quand je dessine, quand je crée les robes,
j'essaye d'aller vers un graphisme extrêmement épuré. Donc j'aime l'idée du coup de pinceau noir et puis d'avoir quelque chose, une forme qui navigue autour. Et c'est pour ça que, vous le voyez dans mes collections, il y a souvent cette idée d'avoir un corps extrêmement limpide et de créer avec l'aide d'un volant, d'un bouillonné, d'un drapé, etc., quelque chose de puissant. Parce que je pense toujours à l'effet que vous faites quand vous arrivez dans une pièce. Et je déteste que la robe étouffe la personnalité de la femme. En revanche, la voir rayonner par elle-même, avec l'aide d'une robe, mais uniquement l'aide, c'est là où je trouve le rôle du couturier intéressant. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes là pour vous apporter quelque chose et pas pour se glorifier soi-même. Donc, l'idée, c'est que l'on dise « Oh, quelle belle femme » quand elle rentre dans une pièce, et non pas « Oh là là, regarde la robe ». Vous voyez la différence? Oui, c'est une grande différence. C'est une question d'élégance. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Stéphane. Mais c'est moi qui On vous laisse remercie. retourner dans vos ateliers. Merci. Merci à vous. Il y a 5 ans à peine, qui aurait eu l'idée d'aller faire la fête ou voir une expo dans le 13e arrondissement. Aujourd'hui, les lieux hype se multiplient et le territoire excentré de la capitale revient sur le devant de la scène nocturne et arty. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 13e, un arrondissement peu touristique qui voit fleurir sur ses quais depuis quelques années piscines, restaurants, bars ou encore boîtes de nuit sur des péniches. On aurait tort de s'en priver. Bienvenue au Off, un hôtel et bar flottant. Ici, on décompresse de sa journée dans cet univers privilégié sur la Seine. Sa particularité, ce n'est pas une péniche habitée, mais une vraie structure flottante composée de modules qui sont assemblés sur 2 coques. L'endroit a été pensé pour vivre en harmonie avec son environnement. Le Off est dans un concept éco-friendly. On utilise l'énergie de la Seine pour pouvoir chauffer et climatiser le lieu. On est sur des matériaux qui sont vraiment durables. Et donc notre volonté, c'était de s'inscrire un petit peu dans notre environnement et d'utiliser l'énergie de cet environnement pour faire tourner le Off. Cet hôtel est aussi un bar et restaurant qui privilégie les produits locaux pour composer sa carte. On a un barman parisien qui nous a créé toute notre carte de cocktail signature. On travaille avec un brasseur du 13e arrondissement pour la bière. On est sur des cocktails assez ciblés. Et en termes de carte restaurant, on est sur vraiment des tapas et des plats, donc produits très frais, de saison, cuisine assez bistronomique. Le bassin accessible en journée aux clients de l'hôtel est une vraie valeur ajoutée au lieu. Le soir, venu siroter un cocktail les pieds dans l'eau, bercé par les ondulations de la Seine. Et Arthur la mascotte a l'air de bien s'y plaire. À quelques pas de là, on retrouve ce bâtiment, les frigos. Construits en 1920, ce sont en fait d'anciens entrepôts frigorifiques où travaillent aujourd'hui une centaine d'artistes et de professions différentes. Photographes, comédiens, sculpteurs, peintres, côtoient architectes, designers, graphistes et luthiers. Environ 14 professions sont représentées et c'est dans les années 1980 que tout commence. Vu les espaces bien protégés, frigo veut dire isolation extrême des murs, donc des gens très différents, silencieux et bruyants pouvaient s'installer côte à côte. Donc les premiers étaient des photographes, en plus ils pouvaient vraiment travailler en lumière artificielle. D'autres ont commencé à ouvrir les fenêtres, c'était les peintres. Les deuxièmes ont arrivé. Depuis, les occupants emménagent avec leurs propres moyens tout en payant un loyer à la ville de Paris. Ici, un céramiste partage son atelier avec une couturière qui donne des cours, car les frigos, c'est aussi 3000 usagers par an qui viennent en répétition et en apprentissage. Le lieu se visite fin mai durant les portes ouvertes, mais les plus curieux oseront s'aventurer le reste de l'année, en espérant qu'un artiste leur ouvre sa porte. C'est non loin de la grouillante place d'Italie que se situe la manufacture des Gobelins. Une institution très ancienne fondée par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle afin de créer des tapisseries pour meubler ses différents châteaux. De nos jours, une trentaine de lissières travaillent encore.
La manufacture des Gobelins tisse selon la technique de la haute lisse, c'est-à-dire que les lissiers travaillent sur des métiers verticaux et ils reproduisent un savoir-faire très ancien, le même que celui qui avait été mis en œuvre par les lissiers de Louis XIV. Aujourd'hui, cette technique traditionnelle est mise au service de la création contemporaine. Les lissiers travaillent sur 15 métiers à tisser et produisent chaque année 4 ou 5 tapisseries contemporaines. La création d'une tapisserie, c'est un vrai dialogue entre les lissiers et un artiste, et en fonction des choix qui vont être opérés, une tapisserie va mettre plus ou moins de temps à être réalisée. Les œuvres sont ensuite exposées ou déposées dans les institutions publiques comme la présidence de la République, les ministères et les ambassades. Pour apprécier ces richesses culturelles, il y a aussi la Galerie des Gobelins qui met à l'honneur les créations des ateliers de tapisserie et œuvres patrimoniales. Alors que ce soit sur terre ou sur l'eau, le 13e arrondissement réserve bien des surprises. Des mots sucrés et des couleurs fluo acidulées, Caroline Bourgeois cuisine et dessine en pâtissant. Elle invente un métier graphiste culinaire. On goûte tout de suite avec les yeux. Voilà une jeune femme qui ne manque pas de talent. Caroline Bourgeois sait cuisiner, Caroline Bourgeois sait dessiner. Du coup, elle a décidé de se lancer dans ce qu'elle appelle du graphisme culinaire et propose des créations sucrées sur mesure, pop et originales. Graphiste de formation, elle s'est lancée dans un projet de création culinaire avec une amie avant de passer un CAP pâtisserie pour se spécialiser. Une nouvelle aventure pour cette pâtissière aux multiples casquettes. C'est toujours un peu difficile de donner l'étiquette avec bon, est-ce que je suis pâtissière, est-ce que je suis graphiste. Finalement, je suis un peu les deux parce que on me demande toujours d'abord de créer, de dessiner des projets. Donc c'est toujours vraiment dans la création. C'est un peu pour ça qu'on vient me voir, c'est pas juste pour avoir un gâteau. L'idée, c'est vraiment, en tant que graphiste et de créa, de toujours dessiner les projets, de les inventer en fonction de la demande, de l'univers des gens, des marques, etc. Et à partir de ça, donc de tout réaliser en comestible. Biscuits, petits et gros gâteaux, buffet à thème, collaboration avec des chocolatiers, Caroline s'amuse grâce aux nombreuses ressources de la pâtisserie afin de proposer à ses clients des projets personnalisés et toujours plus créatifs. Du coup, ne vous étonnez pas si la crème qu'elle mélange tend vers le vert fluo, le tout grâce à des colorants naturels. Ce qui me plaît vraiment, c'est la liberté que j'ai en termes de créativité et de proposition. Parce que les gens ne viennent pas avec un projet tout fait en me disant « voilà, est-ce que vous pouvez nous faire ça ?» Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais ils attendent vraiment de la créativité. Et ça, c'est génial parce que du coup, j'ai vraiment le champ libre, c'est carte blanche à chaque fois. Donc ça j'adore. Au démarrage, tout part de la discussion avec les clients. Puis Caroline recherche des idées, des couleurs, des goûts, les propose avant de se lancer finalement dans la réalisation. L'objectif, faire du beau et du bon. Je réfléchis souvent en termes de couleurs et ça m'inspire énormément en termes de goût. C'est vrai que dans le sucré, il y a vraiment une palette de couleurs assez variée, assez large. Donc, du coup, j'essaye d'associer les goûts avec les couleurs. Et puis, en fonction de l'harmonie des goûts, je vais modifier aussi les couleurs parce que parfois, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, il faut faire attention à ça. Dans ce laboratoire de cuisine qu'elle partage avec un service de traiteur, c'est l'occasion de tenter toujours plus de choses. C'est tout le temps de l'expérimentation. J'ai souvent des idées qui sont un peu farfelues et qui ne sont pas forcément réalisables en cuisine. Donc il faut expérimenter, il faut essayer. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de recommencer. Mais du coup, ça permet aussi de trouver un peu des nouvelles astuces et des nouvelles techniques pour arriver à ses fins. Parmi ses prestations, Caroline propose de nombreux buffets à thème pour les marques. Aujourd'hui, elle prépare un buffet pour un événement Primark. Ils peuvent me donner toute une gamme de couleurs ou alors une thématique et moi je leur dessine des pièces, je leur propose des pièces et une mise en scène qui va correspondre à leurs demandes, donc ce qui permet d'être un petit peu différent d'un traiteur classique. Donc là, ça y est, on a une gamme de couleurs à respecter, donc différentes tonalités de vert avec des petits points d'orange, de bleu et de violet. Et un univers un petit peu playground, terrain de jeu, avec des formes un peu ludiques. L'événement, c'est demain, du coup, c'est le moment des derniers accords. Tu vois, limite, moi, je mettrais bien une pointe de framboise au milieu des 4. Et après, je mettrais bien un petit rond, ouais, bleu pastel, tu vois. Faut que ça soit graphique. Bah ouais, faut que ce soit graphique, c'est pour ça.
Le lendemain matin, son buffet sucré prend place à la Galerie Joseph à Paris, au milieu des vêtements. Avec l'aide de son associé Sébastien, elle assure petit déjeuner, déjeuner et goûter pour le lancement de cette nouvelle collection de la marque. Un résultat coloré et harmonieux qui fait écho à la déco et aux vêtements exposés et qui a le goût de moelleux au chocolat, croissant au beurre, financier matcha, meringue à la fleur d'oranger, sablé pur beurre et tartelette pistache framboise. Alors c'est sûr, avec Caroline Bourgeois, des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas, ça se mange. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!